Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays. Allez, c'est le grand forum qui démarre pour cette semaine. Et pour cette semaine, chers auditeurs, on va parler de l'histoire de notre pays, la Guyane. Une partie de l'histoire, parce qu'il y en a justement des choses à dire. Et aujourd'hui, on va parler de l'expédition de Kourou, d'un livre qui sort bientôt. Il est signé Bernard Brock. C'est un roman historique, ça s'appelle Malpassé. De 1763 à 1765, il y a eu cette fameuse expédition de Kourou. On va en parler bien sûr. Et si ça vous parle, n'hésitez pas. 05 94 36 36 06. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. Et je sais que cette histoire intéresse toute la Guyane. Restez attentifs. On en parle avec plaisir d'ailleurs. Bernard Brock est l'invité du Grand Forum. Bernard Brock, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Vernet, très bien. Ravi d'être là. Merci d'être là et de nous parler de cette partie quelque part de l'histoire de la Guyane avec l'expédition de Kourou. Vous écrivez un livre qui sort la semaine prochaine ? Voilà, normalement il plein salon festival du livre. C'est ça, il arrive samedi, il arrive avant pour être là samedi au Festival du livre. Oui, je rappelle, Festival du livre consacré à l'Afrique. Demain, on va recevoir trois auteurs africains. Donc, restez avec nous. On parle beaucoup livre cette semaine également. Avant de parler de votre livre, et vous n'avez pas fait qu'un seul livre d'ailleurs, on va peut-être parler des autres aussi. Vous venez en Guyane, vous arrivez en Guyane en 1999. Vous répondez à une annonce de journaliste. Alors, en plus, vous citez le nom d'un journaliste qui était mon ancien collègue d'RFO Guyane à l'époque. C'est Bruckner. Non, pas Dominique Schroeder. Exactement. Ouais, je l'ai plus vu depuis 1999. 1999. Vous répondez à une annonce, c'est ça, on attend des journalistes. Et c'est une amie qui me dit il y a quelqu'un qui monte un journal, est-ce que ça t'intéresse ? Et j'y suis allé, ils m'ont demandé quel était mon cursus, j'ai dit que j'étais prof de lettres, ils m'ont demandé dans quel secteur je voulais écrire, et j'ai dit l'agriculture et le foncier. D'accord. Malheureusement, le journal de Dominique Schroeder a tenu 4 mois. Oui, effectivement. Il avait tout prévu, sauf le lectorat. Effectivement, je suis d'accord. Vous arrivez en Guyane en 99, quel est votre premier sentiment lorsque vous arrivez ici ? Et vous venez d'où d'ailleurs ? Alors moi, je vais arriver je suis varois, moi. Donc j'arrive de la région PACA, où ça a été ma première mutation d'enseignant. À Breil-sur-Roya, exactement, à la frontière niçoise. J'arrive de là, mais j'ai fait mon IEFM, ce qui formait les enseignants avant, à Fort-de-France. Ok. Donc j'ai fait, entre la Martinique et la Guyane, j'ai fait un tout petit séjour en métropole, en fait. Donc ça fait longtemps que je suis parti de votre région. Voilà, c'est exactement. Alors, ce premier sentiment, quand vous arrivez en Guyane ? Alors d'abord, il faut que je dise qu'en Martinique, les enseignants mutés en Guyane, certains n'y allaient pas. Oui. J'ai vu des jeunes enseignants qui ont réussi le concours et qui ont démissionné en 97, quand j'étais... Donc il est facile de s'imaginer une sorte d'enfer vert au lieu. Donc ma première impression, c'est un rêve éveillé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Le décalage entre la réputation du lieu et ce que je vais vivre va être énorme. Quoi. Oui. Alors, donc vous entendez des choses effectivement sur la Guyane et ensuite vous arrivez effectivement, vous parlez de ces décalages. C'est vrai que lorsqu'on parle des réputations sur la Guyane, ce n'est pas que dans l'Hexagone. Beaucoup aussi aux Antilles, pour 1000 raisons de serpents, de tout ce que vous voulez, la crainte quand on ne sait pas. Et donc ça, vous l'entendez. Exactement. Et vous arrivez en Guyane. Dites-nous. Mais d'ailleurs, si vous citez les serpents, j'ai été mordu par un grage en 2009 et le spécialiste m'a dit sur le moment, quand je l'ai eu au bout du fil, je suis resté comme en observation à l'hôpital et après il m'a dit mais tout le monde est inquiet des grages de Guyane, mais c'est moins dangereux que la vipère en métropole. En tout cas, ce que vous dites de la réputation de la Guyane, on peut dire que ça s'est amélioré depuis 99 quand même. Ça s'atténue et ça va encore s'atténuer. Oui, on est d'accord. Mais il y a un lourd passif et donc très vite chez moi, il y a eu la volonté de comprendre d'où venait cette mauvaise réputation. Parce que ce n'est que de la représentation. Dès qu'on est sur les lieux... Vous êtes prof ? Je suis enseignant de français. Vous êtes enseignant de français, vous avez des élèves en face de vous et vous entendez et vous voyez également, lorsque vous arrivez en Guyane, un sentiment de peut-être
manque de fierté, manque de plein de choses, Exactement. manque de confiance quelque Exactement. part. C'est ça, manque de confiance, la dévalorisation systématique de ce qui est local. Oui. Je me souviens d'élèves, je suis au collège Zéphyr, quand j'arrive, on parle du début des années 2000, les élèves, ils s'insultaient en disant « tu vas manger du couac au poulet ». C'était dévalorisant, c'était difficile à comprendre. Oui. Et après, je fais quelques recherches et je pose systématiquement la question à mes élèves, à mes collègues, est-ce que vous connaissez l'expédition de Kourou ? La question que vous venez de passer tout à l'heure, ça m'a marqué parce que j'ai eu le même réflexe. Est-ce que vous connaissez, même récemment, une collègue d'histoire géo qui vient de quitter l'académie, avant qu'elle ne s'en aille, c'était une référence au lycée de Mana. Est-ce que tu connais l'expédition de Kourou ? Elle a enseigné l'histoire 10 ans en Guyane, elle n'en avait jamais entendu parler. Donc il y a un petit souci. Ah oui, là je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec vous, chers auditeurs. Écoutez bien notre émission aujourd'hui du Grand Forum, parce que justement, l'expédition de Kourou, tout le monde ne connaît pas cette histoire, mon cher Bernard Brock. Avant même d'y aller, qu'est-ce qui vous a donné le déclic de travailler sur je rappelle, ce roman historique ? Vous avez pris 15 ans, c'est des recherches ici et là. Pourquoi l'expédition de Kourou, dites-nous ? Alors, pourquoi l'expédition de Kourou ? Parce que pour moi, c'est du pain béni pour un romancier. Parce qu'on y trouve de l'invraisemblance totale, ça semble totalement inventé, et pourtant c'est historique. Un détail que je vous ai cité, on a retrouvé dans les bagages des arrivants des patins à glace. Oui, des patins à glace. Voilà, donc on imagine l'état de... comment ça a été organisé. Voilà. Et donc c'est totalement... Enfin, c'est invraisemblable. Ils partaient en Amérique, mais où en Amérique, ça ne trop. Ça pas trop, oui. Et donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai écrit le roman, parce que d'abord je m'intéresse à l'expédition de Kourou, mais quand je me lance dans la rédaction du roman, c'est, pour tout vous dire, c'est après la lecture des Bienveillantes de Jonathan Littell. Donc ça, c'est un roman historique, c'est le prix Goncourt 2006. Oui, dites-nous. C'est un roman très documenté, énorme, qui raconte le Troisième Reich, ça n'a rien à voir avec la Guyane, mais il y mêle des personnages historiques et des personnages totalement fictifs. Le résultat est, Les Bienveillantes de Jonathan Littell, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc je lis ça et ça me revalorise en moi le roman historique. Je me dis, en fait, avec du roman historique, on peut vraiment éclairer, on peut faire comprendre. Absolument. La Shoah par balle, j'en avais jamais entendu parler avant de lire Jonathan Littell. Donc j'ai continué, là j'ai commencé à me documenter, beaucoup au Musée des Cultures Guyanaises. En particulier, un livre m'a marqué qui s'appelle « Échec de la démesure ». De la démesure, oui. Il est commandé par le CNES pour les 200 ans de la création de Kourou. Voilà. Et l'auteur s'appelle Thibaudeau. Et là aussi, il y a des passages qui mettent en scène des personnages historiques qui ont existé, Champvallon, Brulto de Préfontaine. Exact. Et les quelques passages romancés, je trouvais ça magnifique. Donc, tout en me documentant, j'ai commencé à écrire. J'ai eu un gros coup de mou pendant 2-3 ans, j'ai lâché. Et qu'est-ce qui m'a fait reprendre la nécessité d'écrire, je pense. Voilà. L'envie d'écrire. Les amis qui me relançaient, qui me disaient « t'as plus publié depuis longtemps », voilà. Et puis après, j'ai cherché... Pendant le confinement, j'ai réalisé quand même que je parlais d'une épidémie. Et donc, comme on était dans une épidémie, je voyais que ça pouvait avoir des résonances avec le présent. Et puis, beaucoup d'amis quand même. Je dois beaucoup à une vingtaine d'amis qui me lisaient et qui m'ont motivé. Et après, grâce à une amie et collègue, Alexandra Crété, j'ai rencontré Mathias Aubry, l'éditeur de Maillot Édition. Et c'est comme ça que le livre est né. Mais ça a pris un temps fou, entre la documentation, la rédaction, et puis je l'ai rédigé 3 fois en plus. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, Bernard Brock ? Moi, ce qui m'a plu, c'est d'éclairer justement ce dont on parlait tout à l'heure, la mauvaise réputation du pays. On comprend. En fait, l'expédition de Kourou, c'est la cause de la mauvaise réputation. Expliquez aux auditeurs. Alors, en 1763, la France vient de perdre la guerre de 7 ans. Exact. Donc on dit que c'est le premier conflit international. On l'a essentiellement perdu, enfin du moins c'est ce que comprend Choiseul, qui est alors ministre de la Marine. On l'a essentiellement perdu parce que les Anglais, nos ennemis, ont utilisé 20 000 hommes qui étaient des hommes de leur colonie, qui s'étaient situés sur la côte atlantique de ce qui est les États-Unis aujourd'hui.
Et donc, il a l'idée de faire une colonie de peuplement en Guyane, qui à l'époque est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Hein. Oui. Faut pas oublier que ça comprend une grande partie de la Mapa, une partie Brésil, du Suriname. Voilà, exact. Elle est 5 fois plus grande que la Guyane d'aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas. Et Choiseul, on est quand même en plein milieu du siècle des Lumières. Il connaît Voltaire, par exemple, il lui écrit cette ligne: un peu de vos lumières baigne ce projet. Donc il y a l'idée de faire une colonie de peuplement non esclavagiste. Il y a des registres énormes où on note tous les corps de métier, tant de taillandiers, tant de cordonniers, et Champvallon, qui chapeaute l'expédition, comme c'est un homme de théâtre, il prévoit aussi un metteur en scène, des comédiens, il est prévu 30 000 hommes. C'était prévu, précis. C'était prévu, il y a des registres, absolument. Il y a des traces énormes, et donc c'est assez bien conçu, au détail près que le roi intervient. Louis XV a une lourde responsabilité quand même dans le désastre, parce qu'il veut limiter le dépeuplement du pays. Et donc, un point très important, parmi la population qui arrive en Guyane, les francophones sont minoritaires. Les jésuites ont déjà un petit dictionnaire, bon, très contestable, qui est un dictionnaire français Galibi. Si on regarde les exemples, on tombe de sa chaise. Les exemples, c'est « je vais saouler cet Indien ». Enfin, les exemples du dictionnaire donnent un éclairage sur la mentalité du moment. Le roi refuse. On remplace ce livre par l'orthographe du français, qui ne va servir à rien. Et donc, des colons arrivent exténués. C'est en majorité des Allemands et des Suisses qui ont dû marcher jusqu'à Rochefort, où ils vont partir, où ils vont embarquer, Bordeaux, Saint-Jean-d'Angély, voilà la côte atlantique française. Ils vont être parqués pendant longtemps. Le bureau des colonies va écrire on ne fait pas prendre la mer à une population aussi malade. Continuez. Donc, on fait partir une population malade. Le point important à noter de l'expédition de Kourou, c'est que la population qui arrive, elle n'a pas attrapé ces maladies localement. Elle est venue avec. Ah, ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ils sont arrivés avec alors, il y a un bateau, le mal nommé Saint-Esprit, qui arrive, et il est mis tout de suite en quarantaine, parce que c'est un mouroir quand il arrive. Il est plein de typhus, voilà ce qu'on appelait le typhus nautique à l'époque. Après, le voyage en soi aussi, il n'est pas simple. Non, il n'est pas simple, mais bon, il n'est pas non plus terrible que ça. D'autres voyages ont eu lieu. Voilà, exactement. Là, c'est une population volontaire. Quand même, le même voyage a été fait dans des conditions beaucoup plus dures par d'autres populations. Combien de personnes, expédition de Kourou? Alors, prévu 30 000, arrivé effectivement 12 000. Donc ça, c'est une estimation, mais normalement 12 000. Et au bout de 6 mois, 7 000 morts. Voilà, c'est ça. Donc il reste à peu près... alors il en reste 5 000. Il en reste 5 000, Et la catastrophe, c'est qu'on va les rapatrier. On va les rapatrier. Ils vont partir au moment où le ravitaillement arrive. Donc à la fin des épidémies à proprement parler, quand on va réussir à utiliser les îles du Salut comme lieu de quarantaine, le mot île du Salut vient de cette époque. D'accord, île du Salut. Voilà, île du Salut, c'est-à-dire qu'on a compris que c'était des épidémies, que les îles de Kourou pouvaient servir justement de lieu de quarantaine. Et donc les îles du Salut, le terme vient de cette époque. Avant, c'était les îles du Diable. C'est les îles du Diable, exactement. Et donc à partir de là, l'arrivée est catastrophique. Il faut savoir que l'habitant guyanais, un blanc bien sûr, Brûle-tout de Préfontaine, qui est le seul local, le seul guyanais à chapeauter l'expédition, il faut quand même savoir qu'il ne veut pas du tout aller à Kourou. Il n'en a jamais parlé. Quand il monte son projet auprès du roi, auprès de Choiseul, le ministre de la Marine, il veut aller à Saint-Laurent, il veut aller sur le Maroni. Le problème, c'est que c'est concomitant du signe des Djukas et des Saramacas. Donc quand il apprend que les Djukas sont libres, ce qu'il ne savait pas en 1760, et après 3 ans après, 1763, les Saramacas sont libres, il ne veut pas aller là-bas. Et puis c'est également concomitant de l'expulsion des jésuites de Guyane. Donc il arrive, il a une lettre de mission qui lui permet d'expulser les jésuites, il va prendre leur mission à Kourou, il va s'installer dans la mission jésuite de Kourou. Donc à la base, c'était pas prévu Kourou? Pas du tout, c'est de l'impro géographique. D'accord. Il arrive et il est totalement ridiculisé par les Cayennais qui disent de lui, mais cet homme cherche
une rivière qui est sur la carte, mais qui n'existe pas dans les faits. Voilà. Et puis, il commande des briques. Et quand il commande des briques, on lui dit c'est pourquoi. Et puis, on lui dit mais il y en a juste assez pour faire une cheminée. Là, monsieur, vous voulez faire 3 bâtiments avec. Enfin, il est un peu perdu pour le tout. Alors, on a bien compris, lors du voyage, beaucoup de morts. À l'arrivée, quelques semaines, mois après, beaucoup de morts également. Il en reste plus ou moins 5000. Ils font quoi une fois qu'ils se sentent mieux physiquement, j'ai presque envie de dire? Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses s'organisent? Alors, il y a un personnage important qui revient. C'est un chevalier de Malte. J'ai oublié son nom. Il arrive, il refuse d'aller à Kourou. Mmh. Il va pas sortir de Cayenne. Il a peur. En fait, il a très très peur. Et donc c'est le responsable politique, hein, et lui va prendre des décisions. Donc ces décisions, c'est de faire rapatrier le peuplement qui arrive, parce que Kourou c'est un mouroir, hein, Oui. plus personne. Pourtant, sur le Kourou, il y a 2 habitations qui ont réussi, 2 habitations d'Allemands qui ont prospéré. Alors la mémoire des noms propres, elle est un peu faillie. Elle a failli chez moi, désolé. Oui. Mais il y a ces 2 habitations. Bon, le gros problème, c'est que quand l'épidémie démarre dans Kourou même, la population qu'on a installée le long du Kourou, on l'oublie. Et elle va mourir. D'accord. On les a installés avec quelques cassaves et 3 bouteilles de rhum. Hein. Oui. On les a déposés là avec des sabres et ils n'ont pas tenu. Quoi. Ils n'ont pas tenu. Parce qu'on va les oublier. Il y avait des bateaux navettes qui devaient échanger les biens, de production. On ne s'occupe pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. On les a ni plus ni moins oubliés. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapatrier le gros de la population survivante. Et le gros problème, c'est que le ravitaillement arrive. Alors, le rôle joué par Cayenne, on ne le connaît pas. D'après Brûle-Tout de Préfontaine et Champvallon, Cayenne a gardé toute la nourriture, le bétail qui arrivait pour nourrir. Il y a eu une très forte rivalité entre Kourou et Cayenne. Ouais. À l'époque, il y avait monsieur Béag, qui était l'ancien gouverneur, qui lui avait proposé ce qu'on appelle aujourd'hui la pointe Béag, l'embouchure de l'Oyapock. Lui, il est venu, il a prospecté pendant 1 an. À mon humble avis, il a fait un travail remarquable. Hein. Effectivement, le seul endroit où des gros vaisseaux pouvaient arriver, c'était là-bas. Parce que la fin de l'expédition de Kourou, c'est Louis XV qui tape du poing sur la table et qui dit « Où sont mes vaisseaux ?» Il y a eu... C'est difficile à... Je rappelle, l'expédition de Kourou, c'est 2 ans, 1763-1765. Oh, même pas, parce qu'en 65, c'est fini. C'est plié. Oui, voilà, c'est fini. C'est 1 an. C'est 63-64. Oui, voilà. Oui. 65, c'est le début des poursuites judiciaires. Oui, c'est ça. Pendant 10 ans, on va essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un. Et donc, ils sont emprisonnés à tour de rôle, quoi. Et à la fin, l'excuse que la Guyane va payer très cher, c'est le pays. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas viable, c'était voué à l'échec, du fait du pays, du fait de la terre. Donc, expédition de Kourou, échec? Échec, aujourd'hui, on parle, si vous cherchez l'article Wikipédia, c'est désastre de Kourou. Désastre de Kourou. Ça s'appelle le désastre de Kourou. Dans l'histoire, ça s'intitule le désastre de Kourou. Donc, c'est un échec total, mais les responsables, c'est les organisateurs, de très très loin. Voilà, donc, la façon dont les suites judiciaires, je m'en suis pas trop intéressé. Ceux qui sont restés ne sont pas retournés. Ils sont restés, ils sont morts en Guyane. Ils sont restés, ils sont devenus Guyanais. Ils avaient quel âge? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais en général, ils étaient jeunes. Hein. Ils étaient jeunes, Il y avait des familles entières. Certains sont repartis? Ah, beaucoup. Il est prévu de les rapatrier parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Il y a quelques aristocrates. Donc, il y a des gens qui se retournent juridiquement. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs maris. Il y a des veuves qui veulent se déchaîner contre l'institution. Mais vous le savez, il y a des Guyanais qui descendent des survivants de l'expédition. Vous avez des noms? Oui, j'en connais un, Gilles Vernet. Oui, c'est vrai. Et il y en a d'autres. C'est pour ça que je tenais à être interviewé par vous. Je vous l'ai dit, moi je connais que vous, en 25 ans de Guyane, qui appuie sa généalogie sur l'expédition de Kourou. Vous êtes le seul Guyanais à ma connaissance. Donc moi j'ai toujours dit, quand mon livre sortira, je veux d'abord être interviewé par Gilles Vernet. Voilà. Parce que pour moi, vous êtes un allié dans cette entreprise. Et quand je vous ai entendu en 2017 faire référence à vos ancêtres qui arrivaient de là, je me suis dit, si un jour mon livre sort, c'est à lui que je le dirai en premier. Je vous connaissais déjà un peu de mots jazz. Oui. Et je remercie mon père d'ailleurs qui nous a beaucoup parlé de l'expédition de Kourou, justement sur le nom Vernet. Le nom Vernet en France, c'est un nom très connu.
Il y a les toiles marines d'ailleurs de certains Vernet. Vous avez la rue Vernet à Paris, parallèle aux Champs-Élysées. Et il y avait un Vernet donc, dans cette expédition de Kourou-là. Un ou deux, je sais pas. Hein, cette expédition de Kourou. Ça veut dire quoi? Enfin, de ce que je connais de l'histoire, c'est que ce Vernet-là est sorti avec une Guyanaise de Saint-Élie, parce qu'ils étaient dans les parages. Et les premiers Vernets sont arrivés là. Il y avait d'autres noms également, et peut-être que d'autres savent, qui viennent de cette expédition de Kourou. Alors, cette expédition de Kourou, pas considérée, c'est un échec. Et vous vous dites, et c'est là que c'est intéressant, et vous vous dites, c'est de là que vient la réputation, entre autres, parce qu'il y avait le bagne aussi. Et le bagne, c'est après. Oui, le bagne après, mais la mauvaise réputation de la Guyane. Voilà, le bagne, c'est une conséquence de l'expédition de Kourou. Expliquez-nous. L'expédition de Kourou, c'est 1763. Ouais. 20 ans après, le roi commence à envoyer les chansonniers qui se moquent de la reine. Après, il y a les prêtres réfractaires. Donc, c'est devenu une terre d'exil obligé. L'expédition de Kourou, c'est une tentative d'exil volontaire, d'immigration heureuse. Vous avez connu la guerre, vous avez connu 7 ans de guerre. On vous propose, il y a eu pendant 6 mois des placards invitatoires, c'est-à-dire des flyers. Hein. Oui. C'est la même chose. Hein. Oui, c'est pareil. C'est des papiers qu'on distribue dans la rue. Il faut les voir. Hein. Ils sont disponibles sur Internet. On représente les ports de Guyane avec des pins parasols. C'est du délire total. C'est-à-dire, on a fait venir des gens. Il y a un détail que j'aime bien citer, c'est les patins à glace dans les. Dans les bagages. Dans les bagages, c'est parlant. Les gens qui mettaient des patins à glace. C'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils n'en connaissent pas la terre. Et surtout, quand on arrive, il n'y a aucune infrastructure portuaire. C'est là où Béag, il avait tout à fait raison. Et il y a une anecdote assez drôle. C'est comment est-ce qu'on sondait les fonds à l'époque? C'est les sonars, tout simplement. Un poids qu'on fait descendre au bout d'une ficelle. Mais quand il y a 4 mètres de vase, vous avez 5 mètres d'eau et 4 mètres de vase. Votre bateau, il a 7 mètres de tirant d'eau. Vous faites descendre votre sonar, il descend l'eau, puis il s'enfonce dans la vase. Il peut descendre plusieurs mètres. Bien sûr. Et quand vous le ressortez, son passage dans l'eau de mer va le nettoyer. Donc vous avez mesuré 7 mètres alors qu'il y en a ou 9 alors qu'il n'y en a que 5 ou 4. Oui, bien sûr. Et donc la fin de l'expédition de Kourou, c'est le roi qui dit où sont mes vaisseaux? Et il y en a énormément envasés dans l'embouchure. Parce qu'il n'y a aucun endroit où recevoir les gros vaisseaux qui arrivent. Oui, bien sûr. En termes d'organisation, c'est vraiment du très gros n'importe quoi. Donc, 1763, 1765, effectivement, stop. Et là commencent les procès parce que, justement, sur l'organisation et toutes les difficultés. Quelles sont les traces aujourd'hui, quelles sont les traces de cette expédition de Kourou dans le conscient, on va dire, collectif, que ce soit des Français, des Guyanais, des livres qui seraient sortis avant de revenir sur le vôtre. Il y a d'autres traces? Ah oui, il y a des livres, il y a quand même un travail. À ma connaissance, le dernier qui soit sorti, c'est 2014 ou 2013, et il s'intitule « Le dernier rêve de l'Amérique française ». Absolument, je l'ai vu, Il m'a pas du tout plu. Je me suis presque accroché par téléphone avec l'auteur. Dis-nous pourquoi. Il a un gros défaut quand même. Donc, quand on fait l'historique de l'expédition de Kourou, on passe son temps à calculer le nombre de morts. Là, voilà. Et bon, on ne peut pas quand même, au XXIe siècle, ne compter, je vais le dire clairement, que les Blancs. Quoi. Un bouquin historique de 2014. Je suis désolé pour cette brave dame historienne qui enseigne à Tours, je crois. Voilà, c'est une universitaire. Mais le fait de ne jamais ébaucher le nombre d'Amérindiens et le nombre de Noirs victimes, parce que une épidémie, ça touche tout le monde. Bien sûr. Surtout les Amérindiens. Donc, si on est arrivé avec du typhus, la population qui était là, il y avait Kourou, c'est un terme amérindien. Donc, c'est l'époque des Arouas. Exact. Des Indiens de Roura qu'on appelait les Arouas, ce qu'on a appelé la guerre des Arouas. Donc il y avait encore beaucoup plus d'Amérindiens qu'aujourd'hui sur le littoral. Donc ne pas parler de l'impact qu'a eu ces épidémies sur la population locale et la population servile, ça m'a un peu dérangé. Je lui ai dit par téléphone et elle l'a mal pris, mais bon, ça me semblait une grosse lacune. Pour moi, la référence, ça reste Thibaudeau, l'échec de la démesure. Après, il y a un excellent livre. Alors, l'échec de la démesure, pour nos auditeurs, dites-nous à peu près de quoi ça parle. C'est un livre disponible au CRDP de Guyane. Il est aussi disponible sur Internet.
il le refait. C'est vraiment un historique de l'expédition. Par contre, c'est une commande du CNES, donc c'est pas très littéraire, c'est pas forcément facile à lire. Mais par exemple, il y a tous les jésuites, leur date d'arrivée, leur date de départ, leur conflit avec Brûle-Tout qui arrive. Voilà, le fait en fait, on apprend plein de choses étonnantes. Vous savez, tout le monde sait que les jésuites ont administré la Guyane. C'est une formule connue, jusqu'à ce qu'ils soient interdits. Absolument. Mais d'après vous, M. Vernet, ils étaient combien en moyenne? Il y avait combien d'après vous? Parce que moi, quand je l'ai appris, ça m'a coupé les jambes. Je saurais vous dire maintenant que vous me posez la question comme ça. Je ne sais pas, dites-moi. En moyenne, une dizaine. Ils étaient entre 5 et 15. À Loyola, vous aviez un blanc qui faisait la messe à 500 noirs. Ils étaient très peu nombreux et ils ont amené un savoir-faire énorme, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on forme un jésuite, mais ils savent faire des choses. Ils savent par exemple, fabriquer des houes, faire des mini-forges, ils savaient faire ça, donc les Amérindiens étaient totalement fascinés par ça. Sous quel angle vous écrivez votre livre? Parce que vous connaissez l'histoire, on peut choisir des livres sur, par exemple, Napoléon, il y en a eu plein, sous des angles différents. Et vous, quel angle vous avez choisi, au-delà même des faits historiques? Alors c'est vraiment de la première personne. Moi j'ai voulu un roman avec un narrateur qui dise « je », quelqu'un un individu qui raconte des sortes de mémoires fictives en fait. Et je l'ai écrit à 3 reprises. C'est pour ça que ça a été si long. Comme je suis professeur de français, comme j'avais lu qu'il y avait dans la population arrivant un metteur en scène, j'ai d'abord choisi ce personnage comme narrateur. Et ça n'a pas pris. Parce que parler de théâtre, il y avait même, le théâtre n'a jamais été construit, donc les acteurs, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils ont dû traîner leur robe dans la boue. Bah oui, bien sûr. À l'époque, il n'y a pas de lac à Kourou, donc en fait, si une épidémie se prend comme vecteur le moustique, le choix de Kourou est une catastrophe en fait. Donc d'abord, j'ai choisi un metteur en scène, ça n'a pas pris. Ensuite, parce que moi j'adore le bois, je suis aussi en Guyane parce que j'adore les bois. J'ai choisi un charpentier parce que j'avais le vocabulaire, les outils. Donc ces personnages, j'en ai fait après des personnages secondaires. Ça a commencé à prendre quand j'ai enfin compris qu'il fallait que mon narrateur soit du corps médical. Donc c'est un chirurgien en fait. C'est un chirurgien navigant qui est ravi de partir parce qu'il a travaillé pendant la guerre de 7 ans. Donc il dit, moi je verrai plus de gens mourir, voilà, je vais enfin travailler dans un pays en paix. Il est ravi, il est jeune. Puis en plus, le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle de la chirurgie. Au début du siècle, ce sont des barbiers, à la fin, ce sont des anatomistes. Donc, par exemple, en 63, on sait déjà que le sirop de citron peut vous soigner du scorbut. On sait déjà que la vitamine C, c'est-à-dire l'acide ascorbique, je crois qu'il s'appelle Lind, c'est un anglais, L-I-N-D. On peut dire que la médecine anglaise est un peu plus en avance que la française à l'époque. Et donc à partir du moment où mon narrateur est un médecin, un médecin de l'époque, c'est-à-dire que quand il ampute, c'est avec des moyens du bord, et puis il n'y a pas les réflexions sur, on ne sait pas encore ce que c'est qu'un microbe, bien sûr. Et donc il va aussi être médecin d'esclaves, voilà, il va connaître beaucoup de désillusions. Et le fait qu'il soit un médecin... Après, j'ai pas suivi l'ordre chronologique. C'est pas simple comme récit. Encore une fois, je m'inspire des Bienveillantes de Jonathan Little. Il faut bien choisir des modèles, comme disait Woody Allen. Donc c'est un récit assez complexe, assez gros. Le livre fait 392 pages, il fait 21 cm sur 14. C'est un gros objet. Et donc ce chirurgien essaie de comprendre l'épidémie. Voilà. Et essaie de faire en sorte de trouver... C'est pas son domaine non plus, il n'est pas médecin, il est très très mal reçu par le médecin royal. Alors le médecin royal, malheur à moi, Arthur, voilà. Arthur, donc là, il y a l'habitation Arthur pas très loin. Arthur, A-R-T-U-R, sans H. Donc il le reçoit. Et Arthur, quand on lit ses mémoires, il a une pensée esclavagiste. Il est médecin royal, il reçoit un chirurgien navigant, donc il le prend de haut. Et donc mon personnage j'ai voulu que ce soit quelqu'un de modeste, un petit, voilà.
Un petit qui va être au contact des esclaves, des Amérindiens, de cette pseudo-aristocratie qui arrive. Vous savez, il y a eu des cas de duel, pendant les gens qui sont arrivés avant même d'être tués par l'épidémie, il y a des gens qui se sont tués en duel, quoi, ça. Donc on jouait à l'aristocrate. Voilà. Et l'épidémie, c'est pas déclenché tout de suite. Parce que les bateaux sont arrivés. Le premier bateau, c'est 123 personnes. 123 personnes qui arrivent en juillet 63. Au début, ça se passe bien. Mais bon, ils auraient dû quand même prévoir qu'il y a une saison des pluies, une saison sèche. Enfin, il leur manquait quand même beaucoup d'éléments, avec de très mauvais réflexes. Comme on avait encore les jésuites, faire construire des moulins. Vous me voyez regarder mon portable depuis tout à l'heure. Je reçois plein de messages mais sur l'émission. D'accord. Donc n'hésitez pas à 36 36 06 si vous voulez participer. 05 94 36 36 06. Alors je reçois ce message, Claude, qui dit ce que je sais de l'expédition de Kourou à travers mes lectures et mon contact avec Michel Loyer. 12 000 hommes, 10 000 morts à cause de l'insalubrité, seuls 2000 survivants expédiés aux îles du Diable, devenues ensuite les îles du Salut, vous le disiez. Seules 61 familles sont revenues sous le continent, dans la famille Vernet, dont il est issu des colons et d'esclaves, mais ce serait trop long à développer. Je reçois autre message également. La dramatique expédition de Kourou, au cœur de Kourou, le nouveau roman historique Denis Richard Pilot. Donc voilà. Kourou, ça. Oui. Le livre, ça s'intitule Kourou. Ça s'appelle Kourou. Oui, c'est un roman historique écrit par un. Elle a eu le prix du roman historique pour les terres noyées. Voilà, c'est une Guyanaise, Eunice Richard Pilot. Voilà, c'est tous les messages que je reçois pendant qu'on fait notre émission. Mettez le casque. On va prendre nos auditeurs au 36 36 06 et je pose la question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'expédition de Kourou, chers auditeurs? Si oui, n'hésitez pas. 36 36 06. Allô, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Alors, éloignez-vous de la radio, vous serez en décalage. Éteignez la radio et restez au téléphone avec nous. Oui. Pour ne pas être en décalage, oui. Allez-y. Ouais. Allez-y. Oui, je disais là, je ne suis pas historien. À la fin du temps, j'ai travaillé entre le musée et la bibliothèque. J'ai eu une certaine note sur l'expédition de Kourou. Bon, c'est vrai, bien des romans ont été édités, l'échec de le mesurer, et patiti et patilote. Mais il faudrait savoir que la France, dans ce temps-là, il voulait peupler la Guyane. C'est comme pour le bagne. Bon, dans cette histoire encore, avez-vous entendu parler de l'histoire de la guillotine sèche? Oui, bien sûr. La guillotine sèche. Le fait d'envoyer en Guyane ces prêtres réfractaires ou des colons qui n'aimaient pas, qui avaient des mailles à partir avec le gouvernement, on les envoyait en Guyane. Et puis, vous savez, Cayenne, la Guyane, pays de malaria, de fièvre jaune, et ces gens-là partaient venaient en Guyane, et puis ils partaient dans un mouroir. Comme ils étaient venus pour finir leur fin de séjour. Alors, bon, je ne suis pas historien, mais je dis ce que je pense, ce que j'ai lu, ce qui est dans ma tête en ce moment. Et ça, j'ai aussi, dans les familles, il y a les Berthier aussi. Berthier. Oui. Il y a Berthier à Kourou. Ah, l'expédition de Kourou, tous ces gens-là, ça vient de... Il y avait la famille Horte aussi, la famille Berthier. Oui, mais il y a Berthier. Berthier. Tous ces gens-là, ça vient de ces gens qui venaient de l'expédition de Kourou de 1700 et quelques. Oui, 1763. D'accord. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Bon, je ne suis pas historien, mais je sais un petit peu quelque chose de ma Guyane. Très bien. Ben, ça fait plaisir. Allez, n'hésitez. De rien. Merci. Allez. Oui, de rien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, la famille Berthier, la famille Horte, la famille Vernet également. J'ai dit Saint-Élie tout à l'heure, c'est Sinamarie, bien sûr, puisque c'était dans les parages, dans la région. Si votre famille est issue justement de ce voyage, de l'expédition de Kourou, n'hésitez pas, 05 94 36 36 06, par rapport à notre auditeur. Ce qu'il a cité, la guillotine sèche, par exemple, c'est quand même postérieur à l'expédition de Kourou. Voilà, ça en est une conséquence, en fait.
la Guyane comme terre d'exil, c'est une conséquence de l'expédition de Kourou. Avant ça, on la conçoit comme une terre qui peut avoir beaucoup d'avenir. Ouais. Et c'est en 72, je crois, quand le procès est terminé, ou peut-être dans les années 70, 1770, qu'on déclare que c'est une terre inhospitalière. Mais après, il va y avoir des gens il y a des voix qui vont s'élever. Par exemple, Lafond de la Debat, qui est donc qui va être envoyé. Alors la guillotine sèche, ça désigne le bagne. Pourtant, ça irait très bien pour désigner la fin de la terreur, 1796, quand ceux qui ont coupé la tête à Robespierre, donc c'est essentiellement Collot d'Herbois et Billaud Varenne, qui ont provoqué la chute de Robespierre, eux, ils ne vont pas être guillotinés, ils vont être envoyés à Cayenne, puis à Sinnamary. Donc, la fin de la terreur, on remplace la terreur par la Guyane. Et parmi les gens qui arrivent, il y a Lafond de la Debat, qui est un lointain ancêtre de l'éditeur Lafond, qui va écrire un petit livre qui s'appelle, si je me souviens bien, Les potentialités agricoles de la Guyane. Il a la même surprise que j'ai eue, c'est-à-dire c'est pas du tout un enfer, et on pourrait y faire beaucoup de choses. Et pourtant, malgré le fait du choix du général de Gaulle de mettre le pas de tir de la fusée Ariane plutôt en Guyane qu'en Algérie, mais on sait pourquoi, malgré tout cela, quand on regarde nos députés, là je parle de la réputation de la Guyane, quand on regarde le combat que mènent nos députés depuis la nuit des temps, sur leurs discours, et quand on entend le retour même politique, on a l'impression quand même que les gens, malgré l'avion, malgré tout ce que vous voulez, ont encore cette idée d'une certaine réputation de la Guyane. Ah oui, bien sûr, c'est toujours là. Mes frères sont jamais venus. J'ai eu des amis qui m'ont dit... Enfin non, je mens, c'est pas vrai, mes frères sont venus. Mais ils sont pas venus en famille. Ils sont venus quand ils étaient jeunes, quand ils étaient célibataires. Pas pareil. Mes neveux, ils ont pas le droit de venir. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. J'ai des amis qui m'ont déjà dit... ils m'ont invité, j'ai été invité à Naples par un super ami. Et quand je lui ai dit, viens, me retrouve-moi à Cayenne, il m'a dit... Si tu veux, on se retrouve au Brésil, mais je ne vais pas venir en Guyane. Donc c'est étonnant. Étonnant. On ne peut même pas inviter les gens. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais donc non, et c'est sûr, les traces de la mauvaise réputation. On sait, puisque même par rapport à votre métier, lorsqu'il s'agit de muter des gens en Guyane, on est confronté à ça également. C'est assez curieux. C'est curieux. Vous vouliez parler de votre éditeur. Pourquoi ? Parce que c'est un individu exceptionnel. Dites-nous. Je l'aime beaucoup. Mathias Aubry, il est très très dynamique. C'est un Guyanais. Bon, il est installé à Vincennes pour des raisons, essentiellement pour faire rayonner sa maison autre part que sur le département. Bien sûr. Mais il cherche des auteurs qui parlent d'ici, pas uniquement. Il est très ouvert. Il est très ouvert. Donc c'est Mahuri Édition du Mahuri. M-A-H-U-R. Exactement, le nom du fleuve. Ouais. Et je sais pas, elle vient de naître. Elle est née en 2020-2021, mais elle est vraiment... Elle commence à être portée maintenant. Bon, bien sûr, c'est commandable dans toutes les librairies. Bien sûr. Mais c'est surtout un homme... moi, j'ai déjà été confronté aux éditeurs qui lisent pas les livres. C'est pénible. Alors qu'avec Mathias, si on fait une erreur... moi, j'avais fait quelques erreurs historiques qu'il a très bien pointées. Voilà, il est très vigilant, très érudit. Et j'aime beaucoup son contact. Et je pense que c'est une chance d'avoir une maison d'édition comme ça. Le livre s'appelle Mal passé. Oui. Pourquoi ? J'ai longtemps hésité et je trouve que c'est un passé. Précisément parce que c'est un passé qui n'est pas passé en fait. Ça s'est mal passé. J'ai bien compris. Ça s'est mal passé d'abord. L'expédition s'est mal passée. Et ensuite, c'est un passé qui ne passe pas en fait, qui est toujours là. C'est un délire d'interprétation en fait. C'est encore une fois, on est arrivé avec les maladies. Mon livre, il est là pour rétablir des vérités. Effectivement, je suis pas le seul à avoir écrit sur le sujet. Bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Mal passé. Le livre, il sort. Donc, vous serez en signature pendant le festival. Dites-nous comment on peut vous croiser avec le livre. Normalement, je suis en signature samedi. Malheureusement, l'objet livre n'est pas encore sur le territoire. Ouais. Il est possible que, je sais, normalement, je suis en signature samedi. Voilà. Normalement. Mais le livre vous devriez l'avoir la veille. Oui, oui. Il arrive par bateau ou par avion ? Il arrive normalement par avion. D'accord. Voilà, et si jamais c'est pas samedi, c'est lundi. Enfin, ça tarde pas. Oui.
Mal passé. Quelle est dites-nous la couverture. Vous avez mis quoi dessus? Alors la couverture, c'est pas moi qui est aux manettes là. On voit un cabroué. J'ai exigé qu'on y voit un cabroué. Alors un cabroué, c'est parce que c'est un objet qui va avoir un rôle important dans la troisième partie. C'est une sorte de charrette très inconfortable qui sert essentiellement à des... Là, c'est des cabrouets à cacao, donc ça sert à déplacer le cacao de son lieu de séchage. Absolument, ouais. Voilà, c'est une charrette qui roule mal, en fait. C'est une charrette à bras qui roule mal. C'est un objet des Antilles qui servait à la canne. Oui, absolument. Il y a ça, et je crois qu'il y a une tête de mort dessus. L'objet, la couverture, oui, c'est bien une tête de mort. Oui. Et au loin, il y a les îles du Salut, voilà, sur le rivage. Pourquoi ce choix? D'abord parce que le cabrouet va avoir un rôle important dans l'histoire. Et ensuite, le décor des îles pour rappeler Kourou. Voilà, parce que ça se passe essentiellement à Kourou. Ensuite, moi, la couverture, elle m'importe assez peu. J'aurais aimé une couverture sans motif, ça m'aurait tout autant plu. Hein. C'est l'éditeur, peut-être. Oui, voilà. Il faut que ça parle aux gens. Là-dessus, je suis très vieux jeu, moi. Les couvertures sans image, j'aime bien. Hein. La NRF, là, les couvertures classiques, là. Je comprends. J'aurais aimé. Je comprends. Je voulais du texte, essentiellement. Je comprends. Roman historique Mal passé de Bernard Brock bientôt, et on va pouvoir vous dire quand le livre sera là pour confirmer la signature ou pas samedi. Si signature il y a, ça sera où? Alors là, dans tous les cas, je dois être à Cultura. Donc il y aura une signature à Cultura. Alors samedi, c'est au Zéphyr, bien sûr. Oui, puisqu'il y a le Festival du Livre. Voilà, pas dans le Festival du Livre. Et donc on pourra vous croiser au Festival du Livre. Voilà, samedi, non. Voilà. De toute façon, on va donner rendez-vous à beaucoup de nos auditeurs au Festival du Livre. On va encore en parler demain avec 3 auteurs. Vous avez sorti d'autres livres, Bernard Brock, dites-nous. J'en ai sorti un autre. Un autre sur la Guyane. Qui s'appelle Cayennaise, qui est un recueil de nouvelles, qui est un livre de commande. J'avais un ami d'enfance qui a monté des éditions, qui maintenant n'édite plus que du roman graphique. Mais au départ, donc c'est les éditions Presque Lune. Donc il me commande un livre, il me dit, il aimait bien ce que j'écris, parce que j'écris depuis longtemps, et je lui envoie des nouvelles, et il me répond que ça lui plaît pas, c'est pas assez rock'n'roll, donc je me tourne vers l'Harmattan qui les édite. Voilà. Donc ça date de 2009. Allez, ça fait un moment déjà, donc je suis pas un écrivain très prolifique. Hein. Je fais un livre tous les 15 ans. Très bien. Alors, depuis votre arrivée 99, vous écrivez ce recueil et le livre qui va bientôt sortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, depuis 25 ans, votre regard sur la Guyane. Qu'est-ce qui a changé sous vos yeux, quelque part? Vous êtes parti, j'imagine, entre-temps, vous êtes parti en vacances à gauche et à droite. Entre-temps, ça fait 25 ans que vous êtes en Guyane. Qu'est-ce qui a changé sous vos yeux de ce développement-là sur notre territoire? Comme tout le monde, Cayenne. Cayenne évolue. Maintenant, je vis à Walla-Yalimapo. Vous êtes à Walla? J'enseigne à Javoué. D'accord. Je suis parti dans l'Ouest en 2014. Donc j'ai vécu 15 ans à Cayenne et 10 ans dans l'Ouest. L'Ouest évolue beaucoup plus lentement quand même. Oui, ça c'est sûr. Ça va peut-être changer, braquer, mais là, ça change très peu. Alors que Cayenne est très dynamique. Comme on a tous connu, le Cayenne du siècle passé, il y a une seule grande surface, c'est très calme, voilà. J'arrive au moment où vous créez Mojazz. Mojazz, oui, voilà. On crée Mojazz en 99. Par exemple, l'école de musique. Avant, qu'est-ce qu'était l'école de musique? Elle était dans l'ancienne RFO, puis elle était au sein d'un lycée, où elle n'avait pas de lieu, où il fallait que les profs occupent les salles de cours à la fin des cours. Maintenant, il y a un conservatoire, donc il y a une potentialité énorme, en musique ici, en agriculture. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît ici en Guyane? Justement, ça te donne cette potentialité. J'aime bien les gens qui arrivent il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent il manque ça. Et justement, précisément, c'est ce qui reste à faire. En fait. C'est ce qui peut être fait. Donc moi, ce que j'aime, c'est par exemple, je m'intéresse beaucoup au cacao. Hein. Je suis greffeur de cacaoyer. Je vends des cacaoyers greffés. Voilà. Ah ok, merci pour l'info. Si jamais ça j'aime ça. Voilà, je vends des cacaoyers greffés. J'ai choisi une variété qui donne beaucoup plus que la variété naturelle. J'ai des grosses commandes. Il faut qu'on discute après l'émission alors. J'ai d'énormes commandes. Je ne sais pas comment faire pour satisfaire. Donc ça veut dire si je fais une commande maintenant, c'est dans 1 an alors? Non, c'est dans 3 mois. 3 mois, ok. Parce qu'après, l'énorme commande de 6000 arbres que j'ai, c'est sur 2 ans.
Ok, d'accord. Donc, il faut que je forme des gens aussi. C'est-à-dire, moi, je voulais pas apprendre à greffer. J'arrive dans l'Ouest et puis je cherche des greffeurs parce que je comprends que je me documente. Et puis surtout, j'avouais, on voit bien que les citronniers Monge, ça peut-être. J'aime bien aussi le citron local. C'est ce que j'ai dans mon jardin. Oui. Mais il n'empêche que ce qu'on trouve le plus au marché, c'est les petits citrons sans grains à l'intérieur. Oui. Donc, par exemple, ce que j'aime, c'est cette potentialité agricole. Il y a encore des arbres qui dans quelques temps, on aura des mangoustans au marché de Guyane. Pour l'instant, on n'en a pas. Oui, c'est vrai. Dans quelques temps, on en aura. Et, les mangues sont arrivés avec pas mal de fruits, mais puis il y a tous les fruits locaux aussi. Par exemple, le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf au XVIIIe siècle, on en mangeait beaucoup. Oui, c'est vrai. Il y en a de moins en moins. Voilà. Puis il y a plein. La pomme cannelle. Il paraît qu'elle a des vertus incroyables. Exact, oui. Voilà, c'est tout récent. Mais très fragile. Oui. Parce que si on laisse trop sur l'arbre, il y a les oiseaux qui peuvent arriver avant vous. Donc, faut l'accueillir au bon moment. Mais bien sûr, la pomme cannelle, c'est magnifique. Ça, c'est vrai de beaucoup de fruits, mais en tout cas, il y a une potentialité énorme dans l'élevage. Voilà, ça, c'est pour l'agriculture. Après, en fait, pour revenir à l'expédition de Kourou, si elle avait réussi, ici, il y aurait 15 millions d'habitants. C'est ça. Et le pays, son frein, c'est le nombre d'habitants. Quand j'étais à l'école de musique, justement, on parlait souvent de luthier. Bon, pour ma flûte, il y avait Jimso. Jimso, il a servi de luthier à tout le monde. Mais en fait, dans les faits, c'est un ami, je l'aime beaucoup, mais il n'est pas luthier. Non, il n'est pas luthier, il est musicien. Voilà, et puis il ne pourrait pas vivre de lutherie. Il n'y a pas assez de musiciens. C'est ça. Et quand il y aura 2 millions d'habitants, tout changera. Donc c'est ça qui me plaît. Ce qui vous plaît, c'est le potentiel. Oui, mais qui est en train de monter, là. On le voit. Le pays change beaucoup quand même. Il y a de plus en plus de choses. Et il y a une université de plein exercice depuis bientôt 30 ans. Et on finira par avoir un CHU. Là, il faut continuer à lutter politiquement. Et ça, c'est important, ça, tout à fait. Très bien. Non, je voulais avoir votre regard sur quelqu'un qui est en Guyane depuis 25 ans. Et pour revenir sur votre livre, sur l'expédition de Kourou, je rappelle le titre Mal passé. Allez, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aussi sur le Facebook Live, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour venir discuter avec vous au salon du livre, en tout cas Festival du livre. Je rappelle, c'est au Zéphyr. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie de venir acheter le livre? Faut démystifier la mauvaise réputation du pays. Donc, pas forcément moi, mais en tout cas, bien sûr. Connaître l'expédition de Kourou, savoir que c'est l'origine infondée de la mauvaise réputation, l'origine du fait qu'on soit si peu nombreux, parce que les épidémies, ça ravage le pays. Après, tout le monde a peur pendant longtemps. Et il va y avoir une suite à mon livre, et quelqu'un qui a connu une telle épidémie, parce que ce qu'on a connu au moment du Covid, c'est mignon. On parle d'épidémie où l'auditeur qui est intervenu, il a dit 10 000 morts, donc 12 000 arrivées, 10 000 morts, 2 000 survivants. Si ce chiffre est vrai, c'est totalement... Moi, je resterai à 7 000, parce que tout le monde y va de ces chiffres. Oui, bien sûr. Comment il s'appelle excusez-moi, mais Léon Gontran-Damas, dans Retour de Guyane, il dit 30 000 arrivants. Donc les chiffres diffèrent. Oui, les chiffres diffèrent. Après, Damas n'est pas historien. Lui, c'est un discours de député pour faire réagir les autorités. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire aux potentiels lecteurs, c'est il faut connaître l'expédition de Kourou. Le fait de ne pas le connaître, tous les Guyanais devraient en avoir entendu parler. Voilà, c'est un pan de l'histoire ça fait partie de l'histoire de la Guyane. Et en plus, c'est un délire d'interprétation. C'est vrai, délire d'interprétation, je suis d'accord. Je suis d'accord. Rendez-vous au Zéphyr ? Exactement, samedi aux Zéphyr. Pour ce festival du livre, je salue tous les organisateurs, je sais qu'ils sont à fond depuis quelques semaines déjà, Tissé Calobelt, Madame Dorcy et tous les autres, et puis on salue tous les écrivains, je sais qu'ils nous suivent, Marie-Georges Thébia, merci pour tous les messages qu'elle nous envoie également, et c'est votre fête à tous les écrivains, tous ceux qui font des essais, tous ceux qui vont écrire leur premier livre également. C'est presque votre fête là cette semaine, c'est votre festival, et nous, sur Radio Pays, on vous mettra en avant demain dans le Grand Forum 3 auteurs africains, puisque c'est également ce festival du livre rend hommage à l'Afrique. Merci Bernard Brock. Merci Gilles Vernet, merci beaucoup. Et avec franchement plaisir, vous nous avez donné envie
d'aller prendre le livre tout de suite. Donc nous, on se donne rendez-vous samedi pour ce festival du livre. Merci bien. Avec plaisir. À très très bientôt. Allez, dans quelques instants la pub et ensuite les infos. Quant à nous, on va continuer demain. 3 auteurs sur le plateau du Grand Forum. On fait la part belle au Festival du Livre cette semaine.